Bonjour, c'est un sentiment de vertige, une atmosphère de malaise qui depuis maintenant 2 semaines se répand à mesure que l'on prend conscience des relations qu'avait nouées Jeffrey Epstein, le financier américain mort en détention alors qu'il était poursuivi pour trafic de mineurs. Ce que révèle cette affaire, c'est une valise à double fond. Sous le pouvoir et l'influence se cachait en réalité un terrible réseau de coercition sexuelle au service d'une coterie animée d'un sentiment d'impunité. Cet univers occulte qui peu à peu se dessine au gré des quelques 3 millions de documents soudain livrés au public. Cet univers, il réactive tous les fantasmes complotistes à propos d'une élite mondialisée, imperméable au droit et à la morale, censée régir la vie d'honnêtes citoyens. Une aristo-rabatteuse, un prince trophée et un spin doctor. Voilà le tiercé des complicités dont aurait bénéficié Jeffrey Epstein au Royaume-Uni, comme vous l'écrivez cette semaine dans le magazine L'Express. Agnès Poirier, vous qui collaborez aussi au quotidien britannique Le Guardian ou encore au Times, vous nous ferez part dans un instant des conséquences de ce scandale sans précédent. Mais revenons d'abord au Royaume-Uni. Justement, le vent du boulet est passé tout près du Premier ministre Keir Starmer cette semaine et ce n'est sans doute pas terminé. Lui qui était déjà en grande difficulté politique se retrouve accusé au mieux d'imprudence, au pire de duplicité pour avoir nommé Peter Mandelson en poste à Washington comme ambassadeur malgré sa proximité avérée avec Jeffrey Epstein. Les explications en images de Natalia Odisharia. Keir Starmer déterminé à rester en poste. Le Premier ministre britannique s'est rendu à une réunion du groupe parlementaire travailliste pour rassurer les députés de son parti. Dans son discours, où il a exclu toute démission, le chef du gouvernement a réitéré ses excuses pour avoir nommé Peter Mandelson, ici à droite sur ces images d'archives, comme ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis. Il a donc reçu un soutien massif ce soir de la part du Parti travailliste, avec plus d'ovations et plus de soutien que j'en ai vu récemment au sein du parti. Le chef des travaillistes écossais avait pourtant demandé le départ de Keir Starmer, déjà affaibli par les démissions de son directeur de communication et son chef de cabinet. Ce n'est pas facile et ce n'est pas sans douleur, car j'ai une véritable amitié avec Keir Starmer. Mais cette distraction doit cesser et la direction de Downing Street doit changer. Beaucoup considèrent que le Premier ministre a manqué de jugement dans cette affaire, sur laquelle surfent les oppositions, à commencer par Nigel Farage, le leader du principal parti d'extrême droite. C'est probablement le plus grand scandale politique que nous ayons connu depuis 100 ans. Et ce n'est pas comme si le Premier ministre n'avait pas été prévenu. Tout le monde savait que ce type était un escroc. À l'approche d'élections locales en mai prochain, cette polémique affaiblit encore un peu plus le Premier ministre, déjà très impopulaire, avant même les dernières révélations de l'affaire Epstein. Agnès Poirier, il a une responsabilité personnelle, Keir Starmer, dans les retombées de l'affaire Epstein au Royaume-Uni? Alors, j'ai envie de répondre oui et non. C'est-à-dire qu'une responsabilité personnelle dans l'affaire Epstein, il n'a jamais été en contact avec Jeffrey Epstein. Son chemin n'a jamais croisé celui du prédateur et de l'escroc Epstein. En revanche, là où il a une responsabilité, évidemment, c'est qu'il s'est laissé influencer par son chef de cabinet, Morgan McSweeney, qui a démissionné lundi, et il a accepté de nommer, en tant qu'ambassadeur britannique à Washington l'année dernière, Peter Mandelson, qui est une figure tout à fait ténébreuse, puisque comme sobriquet, il a le prince des ténèbres. Un baron noir britannique, d'une certaine manière. Absolument. Mais il y avait en fait une idée derrière qui est tout à fait compréhensible, c'était que pour être en face de l'administration Trump et Trump lui-même, il fallait quelqu'un de coriace, voire le prince des ténèbres, peut-être remplirait-il peut-être très bien sa fonction d'ambassadeur. Donc, plutôt qu'un diplomate très british, sans relief et très professionnel. C'est donc le politicien retors qu'on a nommé à Washington. Absolument. Et en fait, si vous voulez, à l'époque, on a dit « Ah, mais quel choix inspiré !» Effectivement, il n'y a
que quelqu'un comme Mandelson, qu'une personnalité aussi trouble, qui peut en fait peut-être obtenir quelque chose de Donald Trump. Surtout quand on sait la proximité de Donald Trump et Tony Blair, que Donald Trump a coopté aussi dans son Conseil de la paix. Donc on peut très bien comprendre pourquoi Keir Starmer, qui n'aime pas ce genre d'individu, a pu être influencé et donc nommé Peter Mandelson, mais 6 mois plus tard, il le limogeait, puisque déjà refaisait surface ses liens avec Epstein. Oui. Mais avant que les 3 millions de fichiers soient récemment divulgués, et là, révèle des mensonges et la trahison, en fait, de Peter Mandelson. Oui. Parce que pour ce qui est du degré d'amitié qui liait Peter Mandelson à Jeffrey Epstein, Keir Starmer était au courant, ne serait-ce que par le processus de vérification pour nommer Mandelson à Washington, qui, dès 2024, l'avait révélé. En revanche, savait-il que Mandelson est soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles du gouvernement britannique à Jeffrey Epstein lorsqu'il était lui-même ministre du Commerce en 2009. Non, sans doute pas. Et Jeffrey Epstein, lui, venait d'être incarcéré pour prostitution déjà à l'époque. Non, sans doute pas. D'où d'ailleurs la colère de Keir Starmer qui a demandé immédiatement la déchéance de Mandelson de la Chambre des Lords, puisqu'il est Lord, Peter Mandelson, et Gordon Brown, en fait, qui était Premier ministre à l'époque, et c'est lui qui a rappelé Mandelson au sein du gouvernement, a cette semaine écrit un long article pour dire il m'a trahi, j'ai fait une énorme faute, ce n'est pas la faute du tout de Keir Starmer, c'est moi qui ai réintroduit le loup dans la bergerie, qui œuvrait contre Gordon Brown. D'ailleurs, rival historique de Tony Blair, ami de Mandelson. Et donc, Gordon Brown n'a pas eu de mots assez forts pour décrire la trahison de Peter Mandelson vis-à-vis non seulement du gouvernement britannique, mais du pays tout entier. C'est pour ça que, si vous voulez, ça devient une affaire d'État. Et on parlera plus tard, évidemment, du prince Andrew. Dans un instant, mais d'abord, il va démissionner, d'après vous, Keir Starmer ? Écoutez, pour le moment, il a sauvé sa place dans ce sens où, encore une fois, lui, personnellement, n'a rien à voir avec l'affaire Epstein. Il a été mal conseillé. Tous ses conseillers sont partis. 3 très importants conseillers, son chef de cabinet à Downing Street. Et puis, il a convaincu les 400 députés travaillistes qu'il a vus lundi soir. Et il était incroyablement... il voulait se battre. Combatif, absolument, et tout à fait convaincant. Donc, pour le moment, il reste à Downing Street. Ceci dit, comme vous l'avez rappelé, il demeure le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire, enfin, en tout cas, in living memories, comme on dit. De l'histoire récente. De l'histoire récente. Et on va voir aussi ce que nous réserve. Les 3 millions de fichiers n'ont pas tous été exploités. Bien sûr, plus. Ce qui reste encore peut-être aussi à divulguer par le ministère américain de la Justice. Alors vous l'avez dit, Agnès Poirien, l'autre versant de cette affaire Epstein au Royaume-Uni touche la famille royale à travers la personne d'Andrew, déchu de ses titres pour avoir bénéficié des largesses d'Epstein, Maya Naissiatagen. Et oui, dans un communiqué, le roi Charles III s'est dit profondément inquiet du comportement de son frère. Il affirme que Andrew doit répondre aux allégations et se déclare même prêt à soutenir la police si nécessaire. Ce sont donc des liens entre le fils cadet d'Elisabeth II et Jeffrey Epstein qui inquiètent jusque William et Kate, mais qui ne sont pas pour autant une découverte. Parce que ces liens, ils ont été révélés dès 2019 par une victime de Jeffrey Epstein qui, à l'époque, expliquait qu'elle avait dû subir un rapport sexuel non consenti avec le prince Andrew en mars 2001, alors qu'elle était encore mineure. Andrew a toujours nié ces accusations, mais il n'y a pas eu de procès, car un accord financier de 14 millions d'euros a été conclu en 2022. Et en octobre dernier, il y a eu de nouvelles révélations qui ont à nouveau choqué l'Angleterre. À ce moment-là, le roi Charles III a demandé à son frère de quitter sa résidence royale de 30 pièces pour se rendre dans cette résidence privée, aux frais du roi toujours. Et le prince Andrew a perdu ses titres royaux. Dans les derniers documents qui ont été révélés par la justice américaine, il y a de nouvelles photos compromettantes, mais aussi un volet plus politique. Les documents ont révélé que Andrew a transféré des rapports confidentiels à Jeffrey Epstein, alors qu'il était à l'époque
représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce international, un poste dont il a dû démissionner en 2011 au terme d'un scandale où il a été surnommé Airlines Andy parce qu'il faisait de nombreux voyages très luxueux qui coûtaient très cher au gouvernement britannique. Agnès Poirier, une enquête criminelle est en cours, contrairement aux années précédentes où Andrew n'était visé que par une plainte au civil, réglée par un accord financier avec Virginia Giuffre, qui s'est d'ailleurs suicidée depuis. Il pourrait aller en prison, Andrew, s'il était reconnu coupable. C'est envisageable, cela, au Royaume-Uni ? Oui, c'est envisageable, dans ce sens où il peut être inculpé pour manquement dans l'exercice d'une position publique. Et il était envoyé spécial du gouvernement pendant quand même 10 ans. Et il y a des emails montrant qu'il a reçu de Buckingham des dossiers sensibles, voire confidentiels. 5 minutes plus tard, il les envoyait à son ami Jeffrey Epstein. Il était d'ailleurs à New York chez lui. Donc, évidemment, ça peut l'incriminer totalement. Surtout que le roi Charles III, son grand frère, donc, dit qu'il va tout à fait aider la police. Il est bien obligé... À la manifestation de la vérité. Absolument, donc, de dire ça. Mais de toute façon, c'est terrible pour la famille royale parce que, si vous voulez, les indemnités payées à Virginia Giuffre ont été payées par la reine Elisabeth II. Et on a dit aussi, en partie, par le roi Charles, qui maintenant dit non, je n'ai absolument pas contribué. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est une affaire d'État, parce que la monarchie, certes, a toujours eu des brebis galeuses, mais, si vous voulez, on peut réduire Andrew à un idiot utile, ou même à une victime consentante de Jeffrey Epstein, ce serait exonérer un système. Comment un gouvernement, une démocratie, peut-elle donner un pouvoir de représentation à un prince qui n'a aucune compétence et qu'on ne contrôle pas? Donc là, c'est la limite de la démocratie britannique. Vous écrivez d'ailleurs en conclusion de votre article dans l'Express, plus qu'un scandale sexuel, l'affaire Epstein est un scandale de classe profondément britannique. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, on voit que l'aristocratie britannique, on parle de 796 familles avec qui disposent de titres héréditaires. Il y a aussi toujours des lords héréditaires. Tony Blair les a un peu réduits en nombre, mais ils siègent à la Chambre des Lords. Ça s'appelle l'Ancien Régime. Donc, je veux dire, le Royaume-Uni est une contradiction un peu dans les termes, dans ce sens que c'est une démocratie, mais aussi une monarchie parlementaire. Et donc, il y a des vestiges de cet Ancien Régime. Cela rend les choses très difficiles. Et donc, on voit le rôle de l'aristocratie, de la mondanité, si vous voulez, ce n'est pas juste un décor comme dans les séries Downton Abbey ou Gosford Park. C'est une mécanique d'introduction dans un écosystème qui ne répond pas aux mêmes règles et aux mêmes lois que les autres. Et qui absolument se considère au-dessus des règles. Et ça, c'est toujours le cas. En fait, Jeffrey Epstein a été introduit dans ce milieu. Il a été légitimé. Dans l'œil du cyclone, il n'y a pas que la couronne britannique. Le royaume de Norvège est lui aussi menacé par les révélations à propos de Jeffrey Epstein. On y apprend que le milliardaire a entretenu une relation amicale riche d'une centaine d'échanges d'emails avec la princesse Mette-Marit, qui a séjourné dans la propriété d'Epstein à Palm Beach en 2013. Ou encore l'ancien Premier ministre et ex-président du comité Nobel, Thorbjørn Jagland, qui prévoyait des vacances en famille sur l'île privée d'Epstein. Agnès Poirier, où l'on découvre, stupéfait finalement, que Jeffrey Epstein n'est pas seulement adepte d'amitié virile, prêt à faire profiter ses amis masculins, tandis que les rares dames se contenteraient finalement du simple rôle
de rabatteuse, pardonnez-moi l'expression. Ah non, ce n'est pas le cas de la princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, ou encore de l'ex-femme d'Andrew, Sarah Ferguson, au Royaume-Uni. Sarah Ferguson, en fait, avait vu juste au début, elle, même dans des emails, elle disait « je pensais que je n'étais ton amie que pour te donner accès au prince Andrew ». Elle avait raison, elle aurait dû se méfier jusqu'au bout. C'est-à-dire que les femmes sont, pour Jeffrey Epstein, des passerelles. Les femmes de l'aristocratie sont des passerelles ou, évidemment, des objets de prédation. Il disait aussi pique-pendre de la femme de Bill Gates, on le sait, qui avait vu tout à fait juste sur la personnalité de Jeffrey Epstein. Oui, tout est parti des États-Unis, bien sûr, où les deux camps républicains et démocrates n'en finissent plus de se déchirer autour du cas Epstein, Mathieu Mabin. Il est incontestablement trop tôt pour faire un bilan des conséquences politiques de la divulgation des dossiers Epstein. Mais au stade où nous en sommes, et cette semaine à Washington ne fait que le confirmer, on peut faire un premier constat. Ceux des démocrates qui annonçaient un coup fatal pour Donald Trump se sont pour le moment trompés. Alors oui, les têtes tombent, mais pour le moment surtout en Europe, et la comparution de Pam Bondi cette semaine devant le Congrès a bien plus révélé l'incapacité des démocrates à capitaliser sur cette affaire qu'elle n'a en réalité révélé de fragilité dans le camp présidentiel. La comparution du couple Clinton ne fera sans doute que confirmer cette tendance, mais encore une fois, il s'agit d'un état des lieux très provisoire. D'une part, les 3 millions de documents rendus publics n'ont pas tous été digérés, et il en reste encore à venir. Agnès Poirier, vous avez été choquée cette semaine d'entendre Pam Bondi refuser de s'excuser auprès des victimes dont les noms ont été dévoilés par erreur et défendre parfois avec agressivité la manière dont ces documents ont été portés de manière massive et sans aucun filtre à la connaissance du public. Écoutez, qu'attendre de l'administration Trump, si ce n'est la brutalité? Donc, je pense que ces fichiers vont encore ne pas arrêter de nous donner des informations. De nous hanter aussi. Je pense qu'il ne devrait pas se sentir... devrait faire attention, Trump. En tout cas, ici aussi en France, l'affaire Epstein a des répercussions, notamment la démission du président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang. Maya Neysiat-Hagen. Et oui, à 673 reprises, ce nom est mentionné dans les documents Epstein. Jack Lang ne cachait pas son amitié avec le pédocriminel américain. Les documents révèlent de nombreux échanges et même des rendez-vous, comme la fois où en 2012, ils se sont arrangés pour aller voir une comédie musicale. Jack Lang dit être tombé de l'armoire quand il a appris les crimes du pédocriminel américain, pourtant condamné en 2008 pour avoir eu recours à des prostituées mineures. Alors sa fille également, Caroline, entretenait des liens très proches avec Jeffrey Epstein. Elle a séjourné dans sa maison en Floride. Elle a créé avec lui une société offshore qu'elle n'a jamais déclarée au fisc français et elle est même mentionnée sur son testament. Aujourd'hui, elle et son père font l'objet d'une enquête du parquet national financier pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Mais Jack Lang n'était pas le seul ami de Jeffrey Epstein à Paris, où il possédait d'ailleurs un appartement de 800 mètres carrés pour environ 8 millions de dollars, un appartement où sont passés de très nombreux réalisateurs, des scientifiques et même aussi des diplomates. Et parmi ces diplomates amis présumés de Jeffrey Epstein, il y a Fabrice Edan, dont vous voyez une photo ici. Il était un temps envoyé par la France à l'ONU avant de travailler pour Engie. Le diplomate a transmis des rapports de l'ONU directement à Jeffrey Epstein. Et en 2013, Fabrice Edan a été visé par une enquête du FBI pour consultation de fichiers pédopornographiques. Aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas eu de sanctions judiciaires. Et cette semaine, le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclenché une enquête administrative et une procédure disciplinaire à son encontre. Mais la question, c'est est-ce que les autorités françaises auraient pu agir de manière générale plus tôt, parce que des médias ont révélé que la France, les autorités françaises et notamment le parquet de Paris disposaient dès 2019 de 4500 courriels, e-mails du milliardaire américain obtenus lors d'une perquisition chez un certain Jean-Luc Brunel, qui était considéré comme le rabatteur français de Jeffrey Epstein. Une information judiciaire qui s'est éteinte en 2022 avec le suicide de Brunel, alors en détention provisoire. Agnès Poirier, on a appris à travers ces documents que Jeffrey Epstein n'était pas seulement une personnalité connue à New York, à Palm Beach, c'était aussi un homme très en vue au sein de l'intelligentsia parisienne, sans que l'on n'en sache rien ou près jusqu'à présent. Comment cela a-t-il pu passer inaperçu ?
Écoutez, je parlais d'un écosystème pour l'aristocratie britannique, mais c'est un peu la même chose. Il y a des membres de gouvernement comme Jack Lang qui ne peuvent pas refuser des cadeaux. Or, quand on dit cadeau, il y a forcément faveur en retour. Et c'est une culture d'impunité. Alors évidemment, qui fait plutôt penser à l'Ancien Régime, et donc le cas britannique est plus logique. On se dit qu'en République, c'est impossible. Ben, si, c'est possible. Il y a, et on découvre comme ça des choses sur l'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand. Beaucoup de gens ne sont pas étonnés, mais d'autres sont très déçus. Surpris, oui, déçus et surpris d'apprendre aussi que des diplomates du Quai d'Orsay, on sait que la France a une longue tradition diplomatique, vont jusqu'à échanger des documents confidentiels. C'est le cas, semble-t-il, de Fabrice Haydon, un temps détaché auprès du négociateur en chef côté norvégien des accords d'Oslo. Cela ouvre quelle piste s'agissant de Jeffrey Epstein, d'après vous? Puisque là, on n'est plus dans le monde de l'argent et du sexe seulement. Oui, mais ça, on le voit en fait partout où il tisse ces liens d'influence, d'accès à des informations confidentielles. On le voit donc avec l'ex-prince Andrew, avec Peter Mandelson, avec ce diplomate français, peut-être. Je veux dire, des enquêtes vont s'ouvrir un peu partout dans le monde. Oui. Et ça fait partie des délits d'initié, si vous voulez. J'ai l'information avant tout le monde et donc je peux soit signer des contrats, pour en tirer un bénéfice financier. Absolument. Ou soit obtenir des informations sur quelqu'un et faire pression. Donc, si vous voulez, c'est... Jouer sur les cours de bourse, faire pression. Absolument. Ou des renseignements militaires, confidentiels, gouvernementaux, ça va assez loin. Il y a une facette encore plus insoupçonnée d'Epstein, celle qui le lie à plusieurs dirigeants africains, à commencer par Jacob Zuma en Afrique du Sud ou Robert Mugabe au Zimbabwe, et même la nièce d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi Dakar, où Karim Wade apparaît comme un interlocuteur régulier d'Epstein, Sarah Sacco. Il est cité plus de 500 fois dans le dossier Epstein. Quand on tape son nom sur le site du ministère de la Justice américaine, Karim Wade et le milliardaire américain ont, semble-t-il, échangé pendant plusieurs années. Les échanges remontent à 2010. À l'époque, Karim Wade est à la tête de plusieurs ministères dans le gouvernement de son président de pair. Et les conversations tournent autour d'opportunités d'affaires en Afrique. Des rencontres sont évoquées à Paris, en Arabie Saoudite. Et selon un email de 2011, Karim Wade aurait organisé un voyage dans plusieurs pays africains pour Epstein et l'un de ses amis à la tête de Dubai World, une grosse société de logistique basée aux Émirats arabes unis. Et même en 2015, alors que Karim Wade est en prison condamné pour enrichissement illicite, les échanges se poursuivent. Jeffrey Epstein fait, semble-t-il, du lobbying en sa faveur aux États-Unis. Les deux hommes semblent en tout cas s'apprécier, puisque selon un courriel de 2016, alors que Epstein le met en relation avec l'un de ses amis, l'un de ses proches, il le décrit comme, je cite, le plus charismatique et rationnel de tous les Africains. Et puis il y a aussi l'intérêt de Jeffrey Epstein pour la Russie, Maya Anaïs Yatagan. Et oui, les photos et les emails montrent un intérêt de Jeffrey Epstein pour de très jolies femmes russes, mais aussi des liens avec des personnalités influentes à Moscou. Et parmi ces personnalités, certaines très proches de Vladimir Poutine. Et Jeffrey Epstein a aidé certaines de ces personnalités sur des transactions immobilières ou encore sur des montages financiers offshore. Il a également conseillé Moscou pour contourner les différentes sanctions occidentales ou encore américaines et mis en relation ses contacts américains avec des sanctions russes, mettant en relation ainsi les Russes avec certaines personnes aujourd'hui très proches de Donald Trump comme Peter Thiel. Autant d'éléments qui inquiètent par exemple la Pologne. Est-ce que Jeffrey Epstein ne serait pas un espion à la solde de Moscou? Varsovie a ouvert une enquête car la Pologne a cru reconnaître une technique habituelle du Kremlin de Moscou, celle qui s'appelle le compromat. Ça consiste à utiliser des images véridiques ou non pour faire chanter ensuite la personnalité, par exemple faire pression sur l'intéressé avec des photos de lui, par exemple avec une prostituée. C'est ainsi que Moscou a bâti depuis de nombreuses décennies des réseaux à travers le monde en s'assurant donc le soutien de personnalités parfois très haut placées. Alors était-ce le cas avec Epstein? Eh bien le Kremlin s'est exprimé par la voix de son porte-parole qui dit que ces suppositions ne sont tout simplement pas sérieuses.
Merci Maya Anaïs Yatagen. En entendant cela, on ne peut s'empêcher de penser à la connexion entre Jeffrey Epstein et Robert Maxwell via sa fille Ghislaine, aujourd'hui incarcérée. Robert Maxwell a eu de multiples allégeances en matière de renseignement. C'est une figure de légende, mais aussi de fantasme. Et il y a encore grand patron de médias. Un grand patron de médias qui a servi l'armée britannique, qui avait des liens avec Israël, qui avait des liens peut-être avec le KGB. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut laisser les enquêteurs enquêter et puis ne pas... nourrir des fantasmes, parce que aurait-il été un agent du Mossad, aurait-il été un agent de Poutine? On le saura bien assez tôt, et surtout, pour le moment, on voit cette espèce de sphère d'influence. C'est peut-être plus un escroc qu'un agent double. Oui, en tout cas, revenons sur la fin troublante de Jeffrey Epstein, retrouvé mort dans sa cellule au Metropolitan Correctional Center de New York. C'était le 10 août 2019. Un épilogue qui alimente depuis toutes les rumeurs conspirationnistes. Son procès devait débuter en juin prochain. Jeffrey Epstein, milliardaire, financier, ami des puissants, accusé d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. Le détenu s'est suicidé hier dans sa prison de Manhattan, dans des circonstances troubles. Comment Jeffrey Epstein a-t-il pu se donner la mort? Il avait été placé sous surveillance le mois dernier après une première tentative de suicide, mais pour une semaine seulement. Ses accusatrices s'interrogent, sa mort permet-elle de protéger ses éventuels complices au nom célèbre? Nous sommes choqués et incrédules de voir que les autorités fédérales ont pu laisser cela se produire sous leurs yeux. Certains vont encore plus loin dans le soupçon, des théories du complot propagées notamment par Donald Trump, lui-même ami de longue date du milliardaire. Ici en 1992, aux côtés de Jeffrey Epstein lors d'une fête. Le président a relayé un tweet accusant sans détour et sans preuve Bill Clinton. Jeffrey Epstein avait des informations sur Bill Clinton et maintenant il est mort. La polémique devient politique et les réactions sont nombreuses, sénateurs ou candidats à la primaire démocrate. Je veux voir une enquête ouverte pour comprendre comment on a pu laisser cela se produire alors qu'il était en prison. Le système a échoué. Le FBI et le ministère de la Justice vont ouvrir chacun leur enquête et le procureur de Manhattan l'affirme, il continuera ses investigations sur les éventuels complices de Jeffrey Epstein. En tout cas, aujourd'hui, c'est toujours la thèse du suicide qui est privilégiée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de cette émission Agnès Poirier. Vous pouvez la retrouver vous aussi sur notre site internet france24.com et bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro.